Alors, je suis Karine Berthelot-Guillet, professeure des universités au CELSA Paris-Sorbonne. Je travaille en tant qu'enseignante et chercheur. En tant que chercheur, je suis affiliée à un groupe qui s'appelle le GRIPIC, le groupe de recherche interdisciplinaire sur les processus d'information et de communication. Et au sein de ce groupe, j'essaie d'animer une thématique intitulée Médiation marchande, dans laquelle je travaille avec plusieurs collègues. Et cette thématique médiation marchande travaille de façon élargie tout ce qui concerne le marchand dans la société et parmi les manifestations du marchand, évidemment, les manifestations communicationnelles. Ma spécialité de départ et ma spécialité toujours aujourd'hui est la publicité. Donc en fait, on va dire depuis le début de mes études de chercheur, à savoir depuis le master recherche et puis le doctorat, je suis spécialisée, voire on va dire monomaniaque de la publicité et de la façon dont le discours publicitaire peut être défini et de la façon dont les discours publicitaires se transforment au fil du temps. Dans mon parcours de chercheur ici au GRIPIC CELSA, j'ai eu la chance de rencontrer deux autres chercheurs qui sont Valérie Patrin-Leclerc et Caroline Marty, avec qui j'ai très vite su que j'avais des affinités en termes intellectuels et de réflexion, et donc avec lesquels j'ai commencé à peu près en 2007 à travailler en commun sur certaines thématiques, notamment sur les thématiques qu'elles avaient elles-mêmes développées à l'issue de leurs travaux doctoraux respectifs, à savoir la notion de publicitarisation pour Valérie Patrin-Leclerc et la notion de dépublicitarisation qu'on trouvait déjà évoquée dans la thèse de Valérie Patrin-Leclerc, mais qui a vraiment été travaillée par Caroline Marty dans sa thèse. Donc, commençant à travailler ensemble, évidemment, la question de savoir ce que j'allais bien pouvoir dire dans cette histoire s'est posée. Et il m'a semblé que face en fait aux tactiques de dépublicitarisation qui avaient déjà été bien travaillées, notamment à travers le magazine Consommateur, l'exemple du magazine Consommateur par Caroline, on pouvait, en face de ces tactiques donc, qui cherchent à amenuire, on va dire, à diminuer au maximum les aspects classiquement publicitaires d'une communication, il me semblait qu'il existait la logique inverse qui consistait à se dire, ou en tout cas à partir du principe pour un professionnel du domaine, que face à la défiance des supposés des consommateurs face à la publicité, il était peut-être possible de travailler différemment le publicitaire, donc de rendre publicitaire de nouveaux supports pour lever le problème de la saturation des espaces publicitaires classiques, d'une part, et puis d'un autre côté, de travailler la forme publicitaire pour qu'elle soit encore plus publicitaire, encore plus qualitative et spectaculaire, et donc que la publicité ne puisse pas être accusée d'être un discours pauvre et un spectacle pauvre. Donc Caroline de Montetti a pas mal travaillé la question de l'hyperpublicitarisation du point de vue de la création continue de médias, donc notamment comment la ville peut être conçue comme un média. Il y a une très belle thèse de Pierre Berthelot il y a plusieurs années sur le magasin conçu comme un média, pouvant-il être média. Il y a d'ailleurs eu un dossier de communication et langage coordonné par Valérie Patrin-Leclerc et Caroline Marty sur la question de tout peut-il être média. Donc ça, c'est l'aspect médiatique de l'hyperpublicitarisation. Pour ma part, je me suis plutôt concentrée sur la façon dont le discours publicitaire pouvait être retravaillé. Et donc, de ce point de vue-là, en fait, j'ai travaillé, suivant mes perspectives de recherche, certains domaines plutôt que d'autres. Donc, j'ai travaillé la façon dont l'utilisation du langage, de la langue, dans la publicité pouvait être travaillée, notamment du point de vue de la création de nouveaux termes pour augmenter, on va dire, et la nouveauté du spectacle publicitaire. J'ai aussi travaillé sur la façon dont les marques, notamment sur les réseaux sociaux, travaillaient la question du spectacle publicitaire transformé via par exemple un réseau comme Facebook en spectacle publicitaire quotidien
comme ce que fait par exemple une marque française comme Oasis ou une marque plus internationale comme M&M's. Donc de quelle façon les gens s'inscrivent finalement sur ces réseaux sociaux pour recevoir leur ration quotidienne ou leur ration hebdomadaire à minima de publicité, ce qui du coup réinterroge le problème de savoir si les gens sont vraiment si réfractaires que ça à la publicité. L'autre aspect de l'hyperpublicitarisation, c'est que travaillant avec Caroline et Valérie sur les phénomènes de dépublicitarisation d'un point de vue sémiotique, c'est-à-dire menant l'analyse de comment ces communications qui se disent non publicitaires sont construites, sont faites et donc sont susceptibles d'être interprétées, je me suis rendu compte assez régulièrement en travaillant au départ sur ce qui aujourd'hui paraît une vieillerie, mais qui en fait l'est devenu assez vite, donc par exemple les blogs de marque, puis en travaillant sur les espaces conversationnels de marque qui aussi ont disparu, et maintenant sur les espaces comme Facebook, Twitter, donc les pages de marque, je me suis rendu assez vite compte qu'en fait, sous couvert de dépublicitarisation, certes, certains aspects étaient éliminés, voire ou amenuisés, alors que d'autres, finalement, allaient se retrouver de façon hyper répétitive et donc allaient augmenter quasiment la charge publicitaire de la communication en question. Un point simple, vous prenez une page Facebook de marque, la marque, en fait, à chaque fois qu'elle va prendre la parole, ce qu'on appelle un post, sa petite photo de profil va apparaître, et sa photo de profil va non seulement en général présenter son logo, va représenter le nom de la marque, et parfois, par exemple, comme c'est le cas pour Oasis, va aller jusqu'à présenter le slogan publicitaire de la marque, Be Free, ce qui fait que sur une page Facebook de Oasis, vous avez à peu près 10-15 fois présenté le slogan publicitaire de cette marque dans les petits posts, plus en bandeau. Et par ailleurs, si vous regardez le contenu des posts de la marque, ce sont la plupart du temps des images ou des petits films d'ordre publicitaire. Donc là, on voit bien que finalement, le discours publicitaire de la marque est présent partout. Et donc, j'ai aussi appliqué la notion d'hyper-publicitarisation dans un premier temps à ces formes qui cherchaient à ne pas être publicitaires et qui basculaient finalement dans le très publicitaire, voire éventuellement, on peut se demander si c'est pas du trop publicitaire. Et à partir de ce point de vue-là, j'en ai du coup construit une dernière notion qui, en fait, part de ce travail sur qui veut échapper à la publicité, retombe dans la publicité, en m'interrogeant plus largement sur la publicitarité générale des discours de marque. L'idée étant qu'à partir du moment où une marque fait un discours, quelle que soit sa forme, ce discours entre, comme dirait Roland Barthes, fatalement dans l'ordre du publicitaire. C'est ce que j'appelle la publicitarité des discours de marque. Et les gens ne s'y trompent pas, puisque les personnes normales, entre guillemets, qui ne sont pas du tout en contact avec les terminologies professionnelles, vont avoir tendance à qualifier de publicitaire tout ce qui émane d'une marque, que ce soit par exemple une forêt de logos à l'entrée d'une grande ville ou d'une zone marchande de hangar, que ce soit ce qu'ils reçoivent dans leur boîte aux lettres, qui pourtant n'est pas de la publicité, ils vont aussi le qualifier de publicité, et tous les discours dans lesquels la marque va se présenter vont bien être connus comme publicité, et on le voit très bien notamment dans les posts des gens qui suivent les pages de marque de Oasis par exemple et de M&M's, qui très régulièrement disent « Vous êtes fous les publicitaires chez Oasis » et pour M&M's « Best commercials ever seen ». Donc on voit bien que les gens ne sont pas dupes de la nature du discours qui leur est proposé et qu'ils le qualifient bien de publicitaire. Comme le terme publicitaire est déjà très fortement utilisé, il m'a semblé opportun de créer la notion de publicitarité qui me permet de comprendre l'aspect matriciel de la marque par rapport à la valeur publicitaire des discours qu'elle produit.